Oh, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui serait une vidéo preview pour la saison 2021, si saison 2021 il y a bien entendu. Au moment de tourner, j'ai pas de confirmation encore, mais ça semble vouloir s'enligner pour une saison qui partirait aux alentours de la mi-janvier. Alors, si saison il y a, je sais pas de quoi vont avoir l'air les divisions. C'est la raison pour laquelle cette année, pour mes previews, j'ai décidé de ne pas y aller avec aucune forme de projection. Parce que je sais même pas ça va être quoi les divisions. Je sais pas comment ils vont bâtir la ligue de manière générale. Mais je me suis dit, vu qu'il y a peut-être du hockey qui s'en vient, on va se remettre dans le bain et on va jaser un petit peu de hockey dessus. Alors en gros, ce que j'ai fait, c'est un preview pour la prochaine saison en se basant sur les statistiques de l'année passée. Donc vous avez les statistiques d'équipe de l'année passée, vous avez les meneurs, vous avez les jeunes qui pourraient intégrer sur une base régulière à l'alignement. Ici, mon code de couleur, c'est en fait bleu pour les joueurs qui sont déjà connus avec les Ducks d'Anaheim, rouge pour les joueurs qui sont des nouveaux arrivants, que ce soit des gars qui sont des jeunes qui ont été repêchés par les Ducks, que ce soit par des transactions ou que ce soit signé des agents libres, peu importe. Ceux qui sont en rouge, c'est des personnes qui n'étaient pas avec les Ducks l'année passée. Dans certains cas, je considère comme exemple Maxime Comtois qu'il est déjà connu à Anaheim, mais il a joué... je pense que c'est à peu près la moitié de la saison, si je ne me trompe pas. Là. Il a joué à peu près la moitié de la saison dans la Ligue américaine l'année passée. Mais il a quand même joué près de 30 matchs dans la Ligue nationale. Je considère qu'il est connu. Alors, c'est le tableau pour ce qui est des Ducks de Anaheim. C'est une organisation qui est en reconstruction actuellement. Selon plusieurs observateurs, il semblerait que cette équipe-là a une banque de jeunes qui est une des meilleures de la Ligue nationale. Entre autres des jeunes qui joueraient hors LNH, donc des jeunes qui ne seraient pas connus actuellement dans la LNH. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que si vous êtes un fan du Canadien, vous pouvez vous réconforter en vous disant que on n'a pas eu de gros pointeurs ou de gros joueurs offensifs l'année passée. Avec 43 points, Henrik, c'est le meilleur pointeur de l'organisation l'an passé. Donc 43 points en 71 matchs, c'est absolument rien à se péter à la tête ses murs. C'est une organisation qui a plusieurs joueurs qui sont plus vieux, mais ce qui est intéressant là-dedans, là, mettons que Getzlaf est à peu près à la mi-trentaine, c'est qu'il joue quand même avec Comtois qui est début vingtaine. À ce moment-là, ça fait un espèce de mélange d'expérience puis de jeunes qui peut être intéressant dans l'organisation. C'est une organisation qui, d'après moi, encore cette année, ne devrait pas faire les séries éliminatoires. Donc, l'entraîneur-chef des Ducks d'Anaheim, c'est Dallas Eakins. Dallas Eakins qui est en poste depuis 2019. Le DG, c'est Bob Murray qui est en poste depuis 2008. L'an passé, les Ducks d'Anaheim, c'est 29 victoires, 33 défaites, 9 défaites en prolongation pour une modique somme de 67 points. Ce qui leur donne la position 27 dans la LNH et 13e dans la conférence de l'Ouest. Ouch! Alors, les Ducks font partie des quelques équipes qui n'ont pas eu la chance de jouer dans les bulles, ce qui fait que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué du hockey. Là. Je ne sais pas comment que la LNH va organiser ça. Peut-être qu'ils vont avoir un camp d'entraînement un petit peu plus long, là, mais je pense que ce serait une pas pire d'idée. Une moyenne de buts marqués de 2,56, ce qui n'est pas très bon, mais surtout une moyenne de buts accordés de 3,19. Là, quand ta moyenne de buts accordés est plus élevée que ta moyenne de buts marqués, ça part pas bien. Un avantage numérique à 14,7%, un désavantage à 77%. À peu près tout est difficile pour cette organisation-là. Autant qu'on accorde trop de buts, qu'on n'en compte pas assez, qu'on n'est pas bon au niveau des unités spéciales, à peu près rien qui marche. À peu près rien qui marche pour les Ducks d'Anaheim, mais semble-t-il que the future is bright for you. Fait que si jamais vous êtes un fan, il semblerait que ça s'en vient. Le meilleur buteur l'an passé, ça aura été Henrik avec 26 buts. Le meilleur pointeur, Henrik avec 43 points. Le meilleur défenseur, Cam Fowler avec 29 points et un différentiel plus-moins de 0. Alors, c'est bien entendu le meilleur défenseur sur un point de vue offensif, pas nécessairement le plus solide défensivement. Alors, les espoirs qui sont des espoirs qui pourraient être réguliers pour toute la saison, je vais dire ça, surtout pas dans le cas de Comtois. C'est ces deux-là que j'ai retenus. Moi, j'en ai retenu seulement deux, mais ceci étant dit, on peut en avoir peut-être une dizaine là, qui pourraient faire l'alignement. Mais je pense que les deux qui sont peut-être les plus crédibles, ce serait ces deux-là. Et je n'ai pas compté Curran dans les espoirs parce qu'il est un petit peu plus âgé et surtout il n'a pas été repêché par l'organisation. Dans son cas, à lui, il a été signé, il vient de la Ligue d'élite de Suède. Donc, on y va avec les espoirs qui pourraient faire partie de l'organisation sur une base régulière. J'y étais avec l'ailier gauche Maxime Comtois, le Québécois de 21 ans, a été un choix de deuxième ronde en 2017. Dans le cas de Maxime Comtois, il a complété sa première saison complète au niveau professionnel l'an passé. Dans la Ligue américaine, il y avait en 31 matchs, 9 buts, 15 passes, 24 points, ce qui est quand même très bien. Il a été... je pense qu'il était deuxième ou troisième en termes de moyenne de points par match dans la Ligue américaine. Là. Je pense qu'il était deuxième ou troisième de son équipe, quelque chose de même. Fait honnêtement, il a connu une bonne saison au niveau de la Ligue américaine. Au niveau de la Ligue nationale, en 29 matchs, il avait 5 buts, 6 passes, 11 points. Il s'est promené Ligue américaine, Ligue nationale. Probablement que dans le cas de Maxime Comtois, il va être régulier Ligue nationale dès l'an prochain. Par la suite, on a Trevor
Seagrass. Trevor Seagrass est un jeune homme de 19 ans, choix de première ronde en 2019. Dans son cas, lui, il a eu une bonne première saison dans la NCAA avec 33 matchs, 11 buts, 25 passes, 36 points. Donc plus d'un point par match dans la NCAA. Là, il a signé professionnel avec les Ducks. Selon les observateurs, il semblerait qu'il ne devrait pas faire le saut immédiatement dans la LNH. Il y en a plusieurs qui semblent dire qu'il devrait commencer au minimum dans la Ligue américaine. C'est la raison pour laquelle moi je le mets dans les scratchs. Mais c'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale dès l'an prochain. Alors ça, c'est mon alignement que moi je propose. C'est pas nécessairement l'alignement des Ducks lors de la fin des jeux. C'est pas nécessairement l'alignement qu'ils vont avoir quand ils vont commencer. Ça sera la décision de Dallas Eakins. Je ne suis pas Dallas Eakins. Et de sur quoi, comme je le mentionne assez souvent, I'm not a god, I'm not a scout. C'est-à-dire que j'ai pas de don de devin, puis je suis pas un dépisteur professionnel non plus. Je sais pas comment que les gars vont se développer, comment ils vont rentrer en termes de mindset. Je peux pas le deviner. Alors, en termes d'ailier gauche numéro 1, moi j'ai été avec Jacob Silfverberg. Je pense que ça, on peut pas vraiment s'estiner pour ce qui est de la première ligne. C'est pas mal établi. Il y en a qui voient Getzlaf sur la première ligne. Moi, j'ai été avec Henrik. Je me suis dit que ça a été le meilleur sur un point de vue offensif. Puis j'aimerais bien voir Getzlaf jouer avec Comtois, qui est plus jeune et qui a un fort potentiel offensif. Alors, Jacob Silfverberg, l'année passée, moi, je le mets première ligne ailier gauche. L'année passée, en 66 matchs, 39 points. C'est pas exceptionnel, mais l'équipe au complet n'a pas été exceptionnelle. Adam Henrik, en 71 matchs l'année passée, 43 points. Et je finis avec Rickard Reichel en 71 matchs, 43 points. Ce qui est quand même pas une première ligne très forte, mais qui me semble quand même équilibrée avec 39, 43, 43. Je pense qu'on est à peu près dans un gauge qui a du sens pour les Ducks d'Anaheim. Donc, dans le cas des Ducks d'Anaheim, une chose que je veux mentionner, c'est qu'ils n'ont absolument aucun joueur qui avait moins de 25 ans qui a eu plus de 25 points. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait fort probablement changer dès cette année avec Maxime Comtois que j'ai mis ici sur ma deuxième ligne. Alors, dans le cas de Maxime Comtois, l'année passée dans la Ligue nationale, c'est 29 matchs, 11 points. Ce gars-là, c'est un prospect offensif. Il faudrait qu'il joue idéalement sur le top 6. Je ne vous dis pas qu'il va jouer sur le top 6, mais dans un meilleur des mondes, je pense qu'il faudrait qu'il joue sur un top 6. Puis ça se pourrait bien qu'on y fasse confiance déjà dès cette année. Par la suite, j'ai été avec Ryan Getzlaf au centre parce que je trouve qu'un gars d'expérience comme lui jouer avec Comtois, ça serait parfait. En 65 matchs, 42 points. Il vieillit Getzlaf, honnêtement. Il reste quand même que pour l'équipe, c'est quand même une forme de puissance offensive, là. Mais il vieillit, il ralentit beaucoup. Il reste que c'est un gars à gros gabarit. Et par la suite, à la droite, j'y vais avec Heinen. En 67 matchs, il a 26 points. Déjà, on tombe dans les vingtaines de points. C'est rough, c'est rough. Sur la troisième ligne, j'y vais avec Milano à l'aile gauche, 55 matchs, 23 points. Sam Steele au centre, 65 matchs, 22 points. Et Terry, qui a 47 matchs, 15 points. Pouf! Ça devient difficile. Ça devient difficile. Par la suite, j'y vais avec Jones, 59 matchs, 12 points. Nouvellement acquis, Grant, que je mets au centre du quatrième trio, en 56 matchs, 25 points. Et Roney, en 71 matchs, 19 points. En termes de scratch, j'y vais avec Deslauriers et Seagrass. Donc, Seagrass pourrait faire partie de l'organisation. Idéalement, pas sur le quatrième trio. Il faudrait qu'il commence sur un troisième trio s'il avait à jouer parce que c'est un joueur qui est plus offensif. Mais c'est un gars qui pourrait faire partie de l'organisation. Deslauriers, quand on veut rajouter du muscle, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien. Par la suite. Bon, une chose que je n'avais pas mentionné, mais que je pense qu'il est quand même importante de mentionner, c'est que les Ducks sont 29e pour la moyenne de buts marqués, puis ils sont 30e en avantage numérique, 26e en désavantage numérique. C'est quand même des statistiques qui sont malheureusement impressionnantes. Et je dis vraiment malheureusement, là, parce que franchement, c'est pas quelque chose que tu aimes te vanter particulièrement, mettons. OK. Ensuite de ça, on va y aller avec les défenseurs. Donc, en termes de défenseurs, je pense que là, il n'y a pas vraiment de question à savoir. Lindholm et Manson, c'est des défenseurs qui jouent généralement ensemble. Là, fait que je les laisse ensemble. 55 matchs, 22 points pour Lindholm. Manson, 50 matchs, 9 points. C'est un défenseur qui est plus physiquement imposant et qui joue plus défensivement. Cam Fowler, qui est le défenseur dit offensif de l'organisation. 59 matchs, 29 points. C'est lui qui a été le plus productif en termes de défenseur. Devrait jouer théoriquement avec la nouvelle acquisition, Kevin Shattenkirk. Fait que Kevin Shattenkirk, lui, s'amène 70 matchs, 34 points l'année passée, mais avec le Lightning de Tampa Bay, qui était une puissance offensive. Là, il ne jouera pas dans une puissance offensive. Fait qu'il y avait réussi à se relancer avec le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que ça va continuer dans cette lignée-là pour ce qui est avec les Ducks d'Anaheim? D'après moi, non. J'émets des doutes, mais quand même, il est fort d'une Coupe Stanley. Fait que
Peut-être que ça va y redonner comme des jambes de jeunesse, je sais pas. Bon, enfin bref. Par la suite, j'y vais avec Larson en 60 matchs l'année passée, 11 points. Si je ne fais pas erreur, actuellement, je crois qu'il joue dans la Ligue d'élite de Suède. Et Joss, en 11 matchs, 3 points l'année passée. C'est pas un gars qui a joué beaucoup, mettons, l'année passée. En termes de scratch, j'y vais avec Marura et Curran qui a été signé, excusez-moi, de la Ligue d'élite de Suède. Donc ce gars-là n'a jamais joué au niveau nord-américain. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner dans ce cas-là. Mais tu sais, la troisième paire peut s'interchanger sans trop de problèmes, là, je pense. Là. Dans le cas de Larson, j'ai été avec celui qui avait peut-être joué le plus l'année passée, puis Gios aussi. Marura, il me semble qu'il avait joué à peu près 12 ou 13 matchs, quelque chose comme ça. Par la suite, en termes de gardien, là, je pense qu'on n'a pas trop de questions à se poser. Là. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de nom marquant qui devrait percer dès l'année prochaine. Ce qui fait qu'on y retourne encore avec Gibson. Puis Stallers, lui, a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que on avait Ryan Miller l'année passée. Puis il est parti sur le marché des joueurs autonomes. Fait que, en tout cas, il est parti dans le sens qu'ils ne l'ont pas signé. Là. Je ne me souviens même pas s'il a signé avec une organisation. Fait on rappelle Stallers qui, lui, avait joué comme un match dans la Ligue nationale l'année passée. Ça avait bien été son match qu'il avait joué par contre. Mais bon. On le rappelle, lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée. Gibson devrait être le partant, à moins que Stallers devienne vraiment exceptionnel, là, mais Gibson devrait être le partant. L'année passée, 51 matchs, une moyenne de 3 avec 904 d'efficacité. Ça a été difficile comme saison. On s'attend à plus de Gibson. Et dans le cas de Stallers, lui, il jouait dans la Ligue américaine en 39 matchs, 2,66, 922, ce qui est quand même bien. Fait que cette organisation-là devrait intégrer des nouveaux, que ce soit par biais de transactions, signatures, peu importe, des jeunes qu'on a peut-être un petit peu moins vus. Selon les dires du DG Bob Murray, il me semble que c'est lui qui avait dit ça. Oui, effectivement, c'était Bob Murray. Selon les dires de Bob Murray, la reconstruction n'est pas une raison pour la médiocrité. Donc, en bref, bonne chance les boys. Mais le point qui est le point positif pour ce qui est des Ducks d'Anaheim, c'est qu'il semblerait qu'on a des jeunes qui sont super intéressants. Fait que pour ce qui est des Ducks d'Anaheim, ben, ça devrait être encore une saison qui va être difficile l'année prochaine. Mais on va donner de l'expérience à des plus jeunes. Puis on fait un heureux mélange entre de l'expérience et des jeunes. Je pense qu'au niveau du leadership, c'est intéressant. Il y a eu des ajouts. Mais les ajouts sont peut-être pas nécessairement de gros impacts. On va voir pour ce qui est de Kevin Shattenkirk. Écoute, jouer avec Cam Fowler, ça peut être bon entre autres pour l'avantage numérique, ça peut être bon d'avoir deux défenseurs à caractère offensif. Ben, hâte de voir ça. Alors, c'était mon analyse pour ce qui est des Ducks de Anaheim. Si jamais vous êtes un amateur des Ducks et que vous avez d'autres joueurs que vous pensez qui pourraient intégrer l'organisation d'une manière ou d'une autre, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on lui donne un petit j'aime, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens. Et on s'abonne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche, puis on se reparle très bientôt. Alright, see ya!